Dernier sujet de ce journal avant de recevoir notre invité. Les musulmans de l'espace francophone se donnent rendez-vous à Dakar. Un colloque international sur les thèmes éthique, gouvernance et paix. Quelle contribution de la pensée islamique. Une promotion de la diversité tout en valorisant les enseignements islamiques. L'incontournable conflit au nord Mali a été au centre des préoccupations de l'espace francophone musulman. Ibrahima Kamara, stagiaire, et Aya Diallo. Permettre au public francophone de se retrouver autour d'un message du juste milieu, du respect de la dignité de l'homme et de son cadre de vie. Tel est l'objectif du CIMEF. Le colloque international des musulmans de l'espace francophone cible plus de 200 millions de musulmans. Moi-même, j'ai pris position en disant que le chef de l'État ne devait pas aller dans le sens de parler du bon islam, du mauvais islam, etc. parce que ça heurte le principe même de la Constitution de liberté de pensée, de religion, d'association. Donc on reste toujours dans ce même cadre, de faire en sorte que cette liberté que le cadre laïque donne à toutes les sensibilités, que les musulmans en profitent. Quel est l'état de nos institutions? Quelles sont nos capacités? Discuter des thèmes d'actualité, des tensions dans le monde, envisager des solutions aux éthiques de la bonne gouvernance afin de promouvoir la production et l'organisation des enseignements islamiques dans la diversité. Le cas du Nord Mali est un exemple. Le cas du Mali pose des questions, devient un casse-tête pour nos dirigeants. Comment on va le résoudre? On a même parlé de dialogue. Dialoguer avec celui qui vient occuper votre maison et vous dire vous ne devez pas respecter l'islam, on va couper des mains, les femmes sont violées, on dit qu'on applique la charia. Quelle charia? Et pourquoi faire? Par le président qui est parti. Il est vrai qu'il est parti à la suite d'un coup d'État, mais ce coup d'État, semble-t-il, au départ, était voulu par les Maliens. La 7e édition du colloque international des musulmans de l'espace francophone se déroulera à Dakar du 23 au 26 août 2013. Le thème général, éthique, gouvernance et paix. Quelle contribution de la pensée islamique? Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes islamologue et professeur titulaire de chaire d'études islamiques à Oxford. Quelle est la particularité de l'espace francophone musulman dans un monde où l'islamisme est craint, pour ne pas dire pointé du doigt? Je pense d'abord que ce que vous dites est vrai. L'islam aujourd'hui dans le monde contemporain est perçu comme problématique, traversée par de la violence, traversée par une présence de plus en plus importante en Occident. Et c'est vrai aussi que nous voyons que près de 200 millions, plus de 200 millions de femmes et d'hommes à travers le monde parlent le français comme première ou seconde langue. Et nous avons un problème souvent, c'est que il ne faut pas que nous diabolisions une langue ou que nous diabolisions un pays d'origine de la langue, comme la France. Moi, encore une fois, il n'y a aucun problème avec le pays, la France. Il n'y a aucun problème avec la langue française. On peut avoir des problèmes avec la politique, parfois, du gouvernement français. La politique, parfois, certaines décisions qui sont prises sur le plan politique. Que reprochez-vous à la France? Alors, je vais y revenir, mais juste pour répondre à votre première question, oui. Je crois que c'est important que nous relevions le défi de la langue française par rapport à la terminologie, par rapport à la compréhension de nos concepts, par rapport à des défis communs, quand, par exemple, on parle de la laïcité ou de la sécularisation, pour montrer qu'en fait, ces perceptions de conflits inhérents entre une langue ou entre une ère de civilisation ou de culture avec l'islam sont complètement fausses et que l'islam n'a pas de problème et il faut que si vous voulez, nous réapproprions le langage en nous donnant les définitions qu'il faut aux termes que l'on emploie. Ça, c'est important. Quant à votre deuxième question sur à la France par rapport à l'islam. Non, je reproche rien. Encore une fois, à la France en tant que telle, je pense que nous n'aurions aucun problème en France aujourd'hui si les gouvernements français successifs appliquaient à la lettre et égalitairement les principes de la laïcité. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un discours populiste qui a gagné la gauche comme la droite et qui montre l'islam comme étant
étant un des problèmes de ce qu'on appelle l'intégration des jeunes issus de l'immigration. Et c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, dans les banlieues, on a des problèmes d'éducation, on a des problèmes de justice sociale. Ça n'a rien à voir avec l'islam. On est en train d'islamiser des problèmes qui n'ont rien à voir. Donc ma position par rapport à la France, c'est d'abord de dire clairement, par rapport à l'Afrique déjà, qu'il y a un passé colonial que maintenant il faut dépasser, qu'il faut cesser avec ceci. C'est la raison pour laquelle je reste parfois critique par rapport à la politique de la France en Afrique, parce que la France-Afrique demeure encore. Et la deuxième des choses, sur le plan intérieur, je pense que les politiciens français doivent être un tout petit peu plus courageux, mieux connaître leur population. La France a changé, l'islam est une religion française et il faut parler de citoyenneté aujourd'hui et il faut cesser d'islamiser les questions sociales et éducatives. Justement, la France, c'est l'opération Serval au nord Mali, mais il faut dire aussi qu'il y a des troupes africaines qui interviennent dans cette guerre face aux djihadistes. Vous êtes contre cette guerre, cette intervention française? D'abord, commençons par le commencement. Je me suis opposé depuis 5 ans, quand on a commencé à savoir que des littéralistes djihadistes s'installaient au nord du Mali. J'ai pris une position très ferme en disant qu'en tant que musulman, en tant que savant et intellectuel musulman, il fallait prendre une position en disant ceci n'est pas simplement pas islamique, c'est anti-islamique. Cette façon d'appliquer, non pas simplement littéralement l'islam, mais violemment, avec des châtiments corporels, avec des choses qui ont été certifiées sur le terrain, couper des mains, tuer des gens, ça ne peut pas être. Il faut le critiquer et il faut le condamner. Mais ma position, elle date de 5 ans, et c'est déjà à ce moment-là, je me posais la question de savoir pourquoi on n'intervenait pas. Il y a 3 ans, j'étais au Mali, j'ai eu une intervention avec le président de l'époque, une intervention dans un panel, puis ensuite une discussion, exactement, et puis j'avais cette même position. Donc je n'ai pas varié par rapport à ça. Mais moi, ma position... Vous avez alerté très tôt, c'est ce que vous voulez dire. J'ai non seulement alerté très tôt, mais l'alerte était déjà présente chez les politiques. J'ai même rencontré des militaires maliens qui ne comprenaient même pas la stratégie de leur commandement. Pour en arriver aujourd'hui à nous dire, il n'y avait pas d'autre possibilité. Alors moi, ma position, encore une fois, elle est claire. On ne minimise pas le phénomène des djihadistes. Il faut aujourd'hui résister et s'y opposer. Mais arriver, après toutes ces années, en nous disant que la France, amie du Mali, a libéré le pays parce qu'on aime le Mali, on aurait pu le faire avant et différemment. Et quelle explication donnez-vous à cet attentisme des troupes africaines, mais particulièrement françaises? Alors moi j'en veux au gouvernement malien, mais j'en veux aussi au leadership africain de ne pas se prendre en charge et d'accepter finalement trop passivement que la solution vienne de l'étranger. Je suis désolé, les Africains ensemble pouvaient trouver une solution à cette situation-là, si ils se concertaient et si on en arrivait à une politique sud-sud, que l'Afrique soit vraiment une Afrique qui se prenne en charge, qu'elle n'attende pas la réponse ou la solution de Paris. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il est plus cynique. Quand il y a eu une intervention en Libye, vous savez, moi j'étais un ardent critique de Kadhafi. Je pensais que c'était un dictateur, j'étais interdit d'entrer dans le pays et je me suis opposé à sa politique. Même après la mort, c'est votre sentiment? Attendez, non, ça c'était avant. Et quand on est intervenu, ma position c'était de dire on n'est pas intervenu parce qu'on aime les Libyens, on est intervenu pour d'autres raisons. Les faits m'ont donné raison, mais c'était le secret de Polichinelle, la protection des ressources pétrolières et de la place stratégique de la Libye. Et on a plus protégé le pétrole en Libye qu'on a protégé des êtres humains. De la même façon, on ne nous dit pas aujourd'hui qu'au nord du Mali, comme au Niger, il y a des ressources pétrolières, il y a de l'uranium et il y a du gaz potentiellement, et qu'on a placé 100 millions ont été déversés pour faire de la prospective. Et on ne nous dit rien de ceci. Une guerre économique, une intervention économique sous le voile d'un combat contre l'islamisme, c'est ce que vous voulez dire? Je le dis clairement, oui. Je dis clairement aujourd'hui que ça n'est pas du tout une intervention humanitaire pour sauver les Maliens, comme ce ne le fut pas le cas en Libye. C'est une intervention géostratégique qui est préparée depuis longtemps, raison pour laquelle, vous savez, il y a une unanimité dans la classe politique française. Ça avait commencé sous l'ère du président Sarkozy. Donc ma position, elle est celle-ci. Opposition ferme à ce qu'ont fait ces djihadistes, mais d'un autre côté, appel à la conscience africaine pour se prendre en charge et de ne pas célébrer trop vite, sans grande mémoire, de ce que fut la politique française dans le continent, car elle s'est beaucoup plus intéressée à ce qu'il y avait sous le sol africain que sur le sang des Africains.
De toute façon, cette intervention des forces françaises, mais aussi africaines, est déjà considérée par certains comme une réussite. On annonce la mort d'Abou Zaid et Belmokhtar, des dirigeants de ces djihadistes-là. Vous y croyez? Moi, je n'en sais rien, je ne sais pas qui est mort et je ne sais pas... Vous savez, depuis maintenant pratiquement 12 ans, depuis le 11 septembre 2001, on nous annonce plein de choses dont on n'a aucune vérification. Même, par exemple, vous savez, quand on nous a annoncé la mort de Ben Laden... C'est ce que j'allais dire, il est quand même mort. Je pense qu'il est mort et je ne sais même pas quand il est mort exactement. Vous n'avez pas la certitude. Je n'ai pas la certitude. Non, je ne sais pas quand il est mort, je pense qu'il est mort. Mais en l'occurrence, on n'a pas vu le corps, personne n'a parlé. On nous dit que selon la tradition musulmane, en la respectant, on l'a mis dans la mer. Je veux dire, quand même, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont un tout petit peu... qui rendent perplexe. Mais l'autre élément qui est important pour moi, c'est que moi, quels que soient les crimes d'un être humain, je ne me réjouis pas de sa mort. Moi, je veux que les gens soient jugés. Je veux qu'on puisse les prendre et qu'on les amène à un tribunal. C'est ce que je voulais avec Saddam Hussein. C'est ce que je voulais avec Kadhafi. C'est ce que je voulais avec Ben Laden. Maintenant, on nous dit, attendez, le langage qui est utilisé par les forces qui sont présentes au Mali, c'est on a détruit, on a éliminé, on a exécuté. Je veux dire, à partir d'un certain moment, peut-être qu'ils sont morts, peut-être qu'ils ne le sont pas. J'aimerais quand même rappeler qu'en 6 semaines d'opération, on a avancé à une vitesse incroyable. Maintenant, on est dans les roches et ça devient un tout petit peu plus difficile. Mais vous pensez vraiment que les forces africaines, elles n'étaient pas capables de faire ce qui a été fait? Il a fallu que la France vienne pour libérer? Ou alors, vraiment, c'est prendre les Africains et les Maliens au premier chef pour des incompétents militairement? Je pense qu'il faut, de ce point de vue-là, qu'on soit un tout petit peu plus lucide. Donc, mon appel, si vous voulez, parce que là, on est en train de parler de questions de conflit. Oui. Moi, vous savez, je suis venu aussi dans le cadre du colloque international des musulmans de l'espace francophone. Notre discours, il est de ne jamais être naïf politiquement, mais d'être fondamentalement ouvert sur le plan de nos principes et sur le plan de notre volonté de paix. Parce que la paix, c'est une condition aussi au vivre ensemble, avec de la justice. Il faut de la justice. Donc, si vous voulez, un appel à une conscience musulmane contemporaine qui soit fondamentalement ouverte sur toutes les cultures, toutes les civilisations, toutes les langues, parce qu'il faut célébrer ça. Et on est dans un pays à 95% musulmans, mais il y a 5% qui ne le sont pas. Ceux-ci doivent trouver du respect, ceux-ci doivent trouver dans leurs concitoyens la citoyenneté, la nation à laquelle ils appartiennent. Pas qu'ils les accueillent, ils sont chez eux, ils ne sont pas en terre étrangère. Il faut qu'on le dise et qu'on le répète et qu'on ait ce discours-là qui soit inclusif et généreux. Tariq Ramadan, dernier volet de cet entretien, c'est l'Égypte avec les frères musulmans au pouvoir, de même qu'en Tunisie avec Ennahda, une émanation des frères musulmans. Tous les deux mouvements politiques sont en difficulté après ce printemps arabe applaudi par tous ceux qui sont présentés comme étant des gens épris de justice, de liberté d'expression. N'est-ce pas l'échec de l'islamisme politique ? Non, je pense ni avant ni après, c'est l'échec de l'islam politique. Si vous voulez, vous savez, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Réveil arabe. D'abord, 1, je ne parlais pas de révolution. 2, je n'ai jamais parlé de printemps. Et 3, j'ai toujours pris une position intellectuelle qui était celle d'être prudemment optimiste, parce que je voyais ce qui se passait et qu'il y avait énormément de défis. D'abord, toutes ces mobilisations populaires n'avaient rien à voir avec l'islam politique. Au départ, ce sont des jeunes et des moins jeunes qui veulent justice, dignité et liberté. Il se trouve que les islamistes ont gagné les élections et qu'ils ont gagné les élections pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils ont une crédibilité historique, ils ont été les plus réprimés par les dictateurs et deuxièmement parce qu'ils étaient les plus organisés en termes politiques sur le terrain. Et donc ils gagnent les élections. Aujourd'hui, on voit ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai été très très critique dans mon ouvrage sur cette polarisation islamiste laïque, et puis en même temps des positions de ceux qui nous parlent de la référence musulmane, mais qui ne répondent pas aux vraies questions. Alors, encore une fois, il faut qu'on soit juste avec l'histoire. Un processus de transformation ne se fait pas en 2 ans. On ne peut pas assainir un pays par rapport à la corruption, par rapport à l'économie ou la stabilité économique, la politique éducative. On ne peut pas le faire en 2 ans. Et c'est vrai. Donc les forces aujourd'hui et ces divisions, les 2 pays dont on parle maintenant, la Tunisie et l'Égypte, sont les plus maintenant dans une grande instabilité. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est que cette instabilité politique a rendu ces pays très vulnérables économiquement. Ils sont maintenant asphyxiés et complètement
complètement sous la coupe du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Les deux pays. Donc il faut aussi qu'on ait... Ce n'est pas l'échec des frères musulmans. Mais alors, simplement... Vous indexez les difficultés économiques. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ces deux pays sont des assistés économiquement et qu'il ne faut pas qu'on lise ce qui se passe en Égypte et en Tunisie uniquement sous l'angle politique. Il y a aussi des intérêts économiques en jeu qui font que ce sont des pays plus dépendants aujourd'hui qu'ils ne le furent hier. Deuxième élément, par rapport à l'islam politique, je pense qu'il n'apporte pas aujourd'hui des réponses sur 5 chantiers essentiels. Le premier chantier, la corruption. Le deuxième chantier, l'éducation. Le troisième chantier, la justice sociale. Le quatrième chantier, l'économie. Et le cinquième chantier, la créativité culturelle. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Donc aujourd'hui, aucune force politique, islamiste compris, n'a de solution par rapport à ces pays. Il faut stabiliser l'économie, mais surtout une chose, demander aux acteurs politiques qu'ils sortent de la mauvaise équation islamiste contre laïque. Aujourd'hui, il faut qu'ensemble, ils relèvent les 5 défis dont j'ai parlé. Hassan El-Banna, vous connaissez? Hassan El-Banna, c'est mon grand-père, oui. Fondateur des Frères musulmans. Et donc, en l'occurrence, vous savez, il a donné des réponses pour son époque en 1940. Il a été assassiné en 1949. Il faisait partie d'une certaine époque. Il apportait des solutions. Les Frères musulmans d'aujourd'hui, c'est une filiation qui essaye d'apporter des réponses. Je suis critique par rapport à ce qu'ils peuvent apporter. Ils n'ont pas dévoyé, je pense. De votre grand-père. Je ne dirais pas qu'ils ont dévoyé. Je pense que certains sont fidèles à ça. Mais vous savez, qu'est-ce que c'est dévoyer? C'est trahir un message essentiel. Moi, aujourd'hui, ce qui me paraît très, très important, c'est qu'ils ont une telle volonté de reconnaissance politique qu'ils en finissent par oublier les priorités de leur action. Et la première, c'est aujourd'hui de vouloir tellement être acceptés qu'ils finissent par en accepter d'être complètement capitalistes. Aujourd'hui, être complètement capitaliste et vouloir promouvoir une éthique politique, c'est contradictoire dans le terme. Donc ma position aujourd'hui, elle est plutôt de dire développons une économie avec plus d'éthique, développons, et vous savez, c'est aussi le thème du CIMEF, c'est une gouvernance avec plus d'éthique. Alors, je ne cherche pas des coupables, j'aimerais voir dans la conscience africaine, comme en Égypte, comme en Tunisie, des intellectuels et des acteurs politiques qui soient un tout petit peu plus dignes dans le respect de l'éthique et courageux dans les propositions politiques. Merci Tariq Ramadan d'être venu sur le plateau du 20h, l'incontournable de TFM. Demain, un autre rendez-vous à 20h. Et n'oubliez pas, question